Voilà, pour cet extrait, effectivement, que nous pouvons applaudir. Donc, je vais demander à Julie Malheur, journaliste au Point, de bien vouloir rejoindre cette scène. Et donc, avec ses invités, donc Corinne Sombrin, qui est ethnomusicienne et spécialiste du chamanisme mongol, qui a été formée à la transe par des chamans de Mongolie et qui est auteur de l'ouvrage Mon initiation chez les chamans, donc qui a été adapté au cinéma. Ce livre sera bien sûr disponible auprès de notre libraire et donc je pense que vous le dédicacerez également tout à l'heure.
Le docteur Jean-Gérard Bloch, rhumatologue, professeur de médecine de l'Université de Strasbourg, créateur du premier diplôme universitaire médecine, méditation et neurosciences. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Méditer, une médecine des âmes, reconquérir le moment présent, ou encore Apaiser la douleur avec la méditation. Et enfin, Lars Sandberg-Smith, chercheur au Neuroscience Research Center à Lyon. Julie, je vous passe tout de suite la parole pour cette passionnante table ronde. Tout à fait, merci. Écoutez, je pense que vous êtes tous, comme nous, très impressionnés par la scène de ce film où on voit Cécile de France entrer en transe, sans le savoir d'ailleurs, en transe au son du tambour d'une chamane satane, qui est une peuplade mongole tout au nord, près de la frontière de la Sibérie. Et ce film relate l'expérience de Corinne Sombrin. Donc, est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce qu'on voit les images. Que se passe-t-il? Est-ce que vous perdez conscience? Alors c'est une bonne question, parce que quand on voit ces images, on se dit oulala, là là. Et quand on le vit aussi, je peux vous dire que... Mais sauf qu'on n'a pas le même ressenti des émotions que quand on est dans un état de conscience ordinaire. Donc là, pendant cette transe, on est conscient tout le temps. On voit son corps se mettre à faire ça, mais on n'a pas le moyen de l'arrêter. Ou en tout cas, à cette époque-là, je ne savais pas encore qu'on pouvait l'arrêter. Et ça se traduit essentiellement par vraiment une envie. J'avais besoin de hurler comme un loup, j'avais besoin d'attaquer, c'était un homme là-bas, d'attaquer le chaman, de prendre ce tambour. Je lui ai sauté dessus, on s'est battu. Voilà. Donc c'était vraiment très, 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 très violent. Mais ça partait vraiment d'une envie, vraiment un besoin irrépressible de faire ce que j'étais en train de faire, et que cette intelligence que je connaissais pas, que j'appelais pas une intelligence à l'époque, s'est mise en place, et je me suis mise à faire des choses que j'avais pas. Ah, voilà. Très bien. Alors cet état, on ne sait pas exactement ce qu'il est, mais le chamanisme, ça a toujours existé. J'ai envie de dire la méditation aussi, dans le bouddhisme notamment. Donc je vais m'adresser à Jean-Gérard Bloch. Parlez-nous un petit peu justement de ces états qui finalement, pourquoi est-ce qu'on s'en préoccupe aujourd'hui alors qu'elles existent de toute éternité ? La méditation, effectivement, comme vous le dites, existe depuis toujours. Les hommes, les femmes méditent dans toutes les traditions, à toutes les époques. Les Grecs méditaient, on trouve ça dans les traditions orientales. Mais aujourd'hui, ça revient à l'ordre du jour, où le regard qu'on porte sur la méditation a changé dans notre société. Peut-être parce qu'il y a un vrai besoin dans notre société de cette possibilité offerte par la méditation d'aller explorer quelle est mon expérience vécue, et de l'explorer avec peut-être de la méthode, et progressivement de plus en plus de capacité à se rendre compte de qu'est-ce qui se passe, et toutes les différentes expériences qu'on peut faire de la réalité, des réalités peut-être, avec l'avènement des neurosciences aussi, par rapport à ce besoin qui est venu avec l'imagerie cérébrale, et on parlait un petit peu tout à l'heure, tout d'un coup objectiver ce qui est de l'ordre de mon expérience vécue à un moment donné. Et à ce moment-là, ça devient vrai, puisqu'on peut l'objectiver, et on peut commencer à montrer un certain nombre de choses qui se passent en même temps que je suis en train de vivre quelque chose. Et ça rassure. Et puis il y a eu des travaux aussi sur la méditation, avec des programmes bien codifiés qui ont permis, et ça fait écho à la discussion de tout à l'heure, programmes bien codifiés qui ont permis les études sur les transformations que permet la méditation, avec des utilisations qui peuvent se faire dans pas mal de domaines, dans la santé, dans l'éducation, et on en reparlera. Alors comment est-ce que vous en êtes arrivé, vous vous êtes un scientifique, comment est-ce que vous êtes arrivé à la méditation ? C'est vrai que j'ai une formation scientifique. Pendant mes études de médecine, j'ai ressenti une frustration quand même de cette impression que c'était très cloisonné ce qu'on nous enseignait, qu'il y avait une partition forte entre le corps et l'esprit, entre moi et les autres, entre moi et le monde, et très intuitivement, aujourd'hui je le comprends comme ça. J'ai eu envie d'aller chercher des approches qui me permettaient d'explorer un petit peu mieux tous ces domaines. La méditation, je l'ai pratiqué, étudié dans différentes traditions depuis une vingtaine d'années. C'était vraiment à titre personnel. Puis voyant que ça m'importait tellement,
j'ai eu envie de le proposer dans le monde de la santé aux patients, aux soignants, et puis de façon plus large aussi sur ces bases-là. Alors on est là, on est encore au stade un peu de l'inconnu, j'ai envie de dire, hein, de toutes ces voilà, vous êtes tous mis en mode découverte, j'ai envie de dire, d'une pratique qui effectivement en est encore assez balbutiement, mais pas tant que ça. Alors vous, Lars, c'est pareil, vous êtes arrivé de façon, j'ai envie de dire, empirique. Enfin, en tout cas, c'est l'expérience personnelle qui vous a conduit sur le champ, voilà, plus scientifique. Et racontez-nous un peu justement votre arrivée à propos de ces questions de méditation. Oui, donc exactement. Moi aussi, j'avais un parcours très scientifique. Moi, j'ai commencé dans la physique et la philosophie. Donc, je travaillais au CERN dans les physiques des particules. Je m'intéressais vraiment dans les questions de physique fondamentaux. Et j'avais l'occasion plus tard de découvrir la méditation. Et pour commencer, c'était juste pour combattre le stress, en fait. Le stress du travail, le stress dans ma vie. Et très vite, j'ai constaté des changements dans mon expérience ou dans ma vie quotidienne. Et donc, je voulais essayer de comprendre ce qui se passait, en fait. De comprendre de façon scientifique, parce que c'était mon parcours, de ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on médite, et vraiment avoir un peu un modèle de comprendre mes expériences. Et c'est comme ça que je me suis trouvé, j'ai changé un peu de voie, un peu la voie de physique dans les neurosciences. Et c'est comme ça que maintenant je me trouve dans la recherche sur la méditation en neurosciences. Alors justement, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? Où est-ce qu'on en est avec la méditation ? On va parler ensuite du chamanisme, oui, puisque ce sont des états qui se ressemblent mais qui ne sont pas identiques. Alors où en est-on aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous expérimentez ? Où en est la recherche ? C'est une très bonne question, il y a beaucoup de choses à dire. Je peux montrer une image déjà pour donner un peu le contexte le nombre de publications dans la recherche neuroscientifique. Oui, là vous le voyez. Désolé, c'était en anglais. Mais juste pour donner un peu le contexte, il y a deux choses à voir sur l'image. C'est qu'il y a beaucoup d'études récentes sur la méditation. Donc on commence à avoir un peu un consensus et sur des effets de la méditation. Et c'est vraiment quelque chose qui est très bien étudié aujourd'hui. Mais en même temps, comme vous le voyez, c'est très récent. Et c'est un peu pour les raisons que Jean Gérard a expliquées. La technologie de neuroimagerie, le fMRI par exemple, c'était inventé en 1991. Et les protocoles très spécifiques de la méditation, comme le MBSR par exemple, sont très récents aussi. Donc on est à la fois qu'au début, mais aussi on a des choses qui ressortent comme des résultats. Donc l'autre chose à savoir, c'est que la méditation comme terme, c'est un peu comme si on parlait du sport. C'est très général comme terme. Donc on sait par exemple le sport c'est bien pour la santé physique, mais il faut être un peu plus précis quand on parle de quel sport, parce qu'il va y avoir différents groupes de muscles par exemple qui sont impliqués, et c'est un peu similaire dans la méditation. On sait maintenant en termes général que la méditation, il y a beaucoup de bienfaits au niveau psychologique, nos capacités d'attention ou nos capacités d'empathie par exemple. Mais surtout qu'il faut les différentes pratiques vont avoir des bienfaits différents. Alors justement, comment est-ce c'est quoi ces pratiques ? Par exemple, demain, je veux travailler mon empathie. Je fais comment ? Il y a effectivement tout un ensemble de pratiques, mais c'est encore une fois une segmentation un petit peu à la fois utile pour la recherche, mais artificielle par rapport à l'expérience et ce que peut proposer la méditation, qui est un tout. Qui est l'ensemble de l'expérience vécue et qui s'intéresse à qu'est-ce que je suis en train de vivre quand il se passe quelque chose. Mais pour préciser par rapport à votre question sur les données scientifiques qui apportent la conviction que ça fait un effet, à la fois on en est au balbutiement sur la compréhension au niveau du cerveau, des zones qui s'activent, des zones qui ne s'activent pas, qui apportent déjà beaucoup de données, mais il y a des choses aussi très convaincantes sur cette séparation qu'on a fait entre le corps et l'esprit
et le domaine de la discussion tout à l'heure de la psychosomatique en est un. On part du principe que c'est séparé, alors qu'en fait, c'est complètement relié. Et ce qu'on voit avec la pratique de la méditation, c'est justement que c'est vraiment un système unifié. On voit des choses qui s'impriment par l'entraînement mental qui est la méditation sur le corps. On voit des choses très convaincantes sur la biologie du gène, jusque dans ce qu'on appelle les télomères, qui sont des composantes qui jouent un rôle dans le vieillissement cérébral, où la méditation semble ralentir le vieillissement cérébral. On voit des effets sur le fonctionnement du stress à tous les niveaux, psychologiques, neurologiques et biologiques, tout étant intégré. On voit des effets qui sont très convaincants. Et puis on étudie avec des protocoles les effets peut-être sur certaines maladies. Ça, c'est un aspect de la méditation qui peut être avec des domaines d'application plus spécifiques. Mais à titre personnel, pour revenir à votre question, voilà, si je veux commencer, si je veux faire quelque chose, c'est vrai qu'il y a différentes portes d'entrée qui existent aujourd'hui avec des applis, avec des livres, avec des CD, avec des choses sur Internet. C'est des formidables portes d'entrée. Mais après, cette pratique qui est accessible à tout le monde, il faut quand même le dire, nécessite, pour pouvoir donner les effets extraordinaires qu'on constate, un apprentissage, un entraînement, de la méthode, de la discipline. Donc c'est pas juste un gadget qu'on peut faire de temps en temps et qui peut, si on le fait juste de temps en temps, sans tout ça, déployer les choses formidables qu'on retrouve avec la science et qui donnent beaucoup d'espoir, mais qui demandent un petit peu effectivement d'avoir cette pratique. Et ça donne aussi une capacité d'améliorer sa présence au travers de l'entraînement de l'attention, qui est très mise à mal dans nos sociétés avec l'entraînement à la distraction dans laquelle on est tout le temps. Donc cet entraînement de l'attention, c'est au cœur de la méditation, avec la présence consciente, et c'est peut-être pour introduire les discussions qu'on aura sur les autres approches de modification de conscience, cette qualité de présence qui est maintenue en permanence dans l'évolution sur différentes façons qu'on peut avoir de vivre les choses et les différentes réalités auxquelles on peut aborder. Mais justement, Corinne, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, dans cette transe, on reste conscient. Donc, comment peut-on, vous qui êtes des experts chacun dans votre domaine, qu'est-ce qu'il y a de commun entre la transe chamanique et la méditation dans le bouddhisme? En quoi est-ce que ça se ressemble? En quoi est-ce que finalement, peut-être que ça n'a rien à voir non plus, puisqu'il y a une pratique, j'ai envie de dire une discipline sur le long terme, alors que la transe, vous avez, pu accéder à un état sans préparation. Alors on peut accéder à un état de transe sans préparation, comme on peut accéder à un état de méditation sans préparation. Ça peut se faire naturellement. Simplement après, si on veut maîtriser l'état de transe, arriver à en faire quelque chose et pas rester comme on a vu là au début, ça se travaille aussi, ça demande un entraînement. Et on parlait de l'empathie tout à l'heure. Pour qu'il y ait empathie, il faut qu'il y ait un lien. Et il se trouve qu'au niveau du cerveau, il y a vraiment un changement de prédominance de l'hémisphère gauche vers l'hémisphère droit. Et la perception de l'ego est diminuée. Et comme la perception de soi, de sa personnalité, de l'ego est diminuée, on a l'impression d'être en lien avec son environnement. Et du coup, de pouvoir ressentir ce qu'on ne ressentait pas avant. Qui est un stress de quelqu'un. Il m'est arrivé de faire une transe avec un copain qui était en dépression grave. Et jusque-là, c'était au tout début. Et jusque-là, moi, la dépression, j'avais considéré ça comme quelque chose de plutôt mental. C'est-à-dire que les gens qui étaient en dépression, ils se regardaient un peu trop le nombril. J'avais un jugement là-dessus. Et ce jour-là, en vivant cette transe avec ce copain, j'ai ressenti des choses que je n'avais jamais ressenties. Et j'ai compris à quel point c'était difficile, ce qu'il vivait, à quel point c'était lourd. Et comme j'étais une débutante, j'ai mis 15 jours à m'en remettre. Voilà. Donc j'ai compris ce que c'était l'empathie, parce qu'elle s'est faite naturellement. C'est-à-dire que c'était pas une volonté, c'était que j'étais vraiment dans le ressenti de ce copain. Et plus aucun jugement n'était possible. J'étais dedans. Voilà ce que peut apporter la transe dans ce ressenti de l'autre, justement parce qu'il y a une prédominance de l'hémisphère droit et il y a une inhibition du cortex préfrontal qui va permettre d'accéder à ses perceptions et une relation à son environnement qui est vraiment amplifiée. Comment est-ce que ça se passe, puisqu'on parle de neurosciences, Anis, comment est-ce que ça se passe très concrètement au niveau imagerie médicale? Qu'est-ce qu'on voit?
on a tous envie d'imaginer, en tout cas, qu'il y ait vous savez, qu'il y a d'un côté ou de l'autre des zones lumineuses qui s'éclairent et que ce soit évident et tranché. Comment est-ce que ça fonctionne ? C'est une bonne question. J'ai préparé une image d'un exemple d'une étude récente sur le vieillissement et la méditation. Et je ne sais pas si vous la voyez. Oui, exactement. Donc ce que vous voyez ici en haut, c'est le changement dans le cerveau lorsqu'on vieillit, en fait. Et les régions en rouge, là, c'est les régions où on perd un peu de densité neuronale, surtout dans le cortex frontal. Vous voyez en haut à gauche. Et donc là, dans cette étude, ce qu'on constate, c'est avec des méditants experts qui ont médité toute leur vie, en fait, ou de 30-40 ans, de long terme, cette tendance de perdre en densité neuronale dans le cortex est diminuée. Donc sur l'image en bas, vous voyez les différences entre les méditants experts et les non-méditants. Et donc ça c'est juste un exemple, parce que comme vous avez vu avant, il y a plein de différentes études. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que les raisons pour lesquelles que ça se passe, ou l'hypothèse au moins, c'est que la méditation, ça provoque une réponse de plasticité dans le cerveau. Parce qu'en fait, on se met dans une situation où on fait une pratique qui n'est pas l'expérience habituelle, quotidienne qu'a le cerveau. Et donc du coup, c'est comme si on jouait un instrument, on apprenait une nouvelle langue, un truc comme ça. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc ça provoque une plasticité et ça a des bienfaits dans plusieurs domaines. La créativité, par exemple, ou notre capacité d'apprendre, ou la flexibilité cognitive. Et là aussi, vous voyez dans la densité même des neurones dans le cortex au cours de notre vie. Alors, cette idée de plasticité, donc d'un cerveau qui serait à la fois malléable, puisqu'on peut, n'est-ce pas, si on peut agir, est-ce qu'il y a pas encore aujourd'hui d'incroyables réticences dans le champ scientifique ? Est-ce qu'on n'est pas toujours en train d'essayer de démontrer que ça existe ? Des réticences, c'est un questionnement légitime de se poser la question sur ce que permet de voir l'effet effectivement de l'entraînement et ce qu'on a découvert aussi avec l'imagerie cérébrale, c'est cette plasticité du cerveau. Mais sur toutes nos expériences, quoi que ce soit qu'on fasse, un stress, ça fait aussi une transformation au niveau du cerveau. S'il est chronique également, s'il y a des traumatismes ou des choses comme ça. Là, avec la pratique et les pratiques de méditation, parce qu'il y en a effectivement de nombreuses, il y a une transformation volontaire, bénéfique, aussi avec une part de développement d'intention aussi. C'est d'intention de bienveillance à l'égard de soi-même, de bienveillance à l'égard des autres, et puis un certain nombre d'attitudes qui se développent. C'est pas juste des techniques. Donc tout cet ensemble fait effectivement des choses qui modifient profondément le cerveau, comme n'importe lesquelles de nos expériences, qui modifient aussi les gènes. Il y a tout le champ aujourd'hui extraordinaire de l'épigénétique, où on se rend compte que l'expression des gènes est quelque chose qui est modifié par notre mode de vie, par notre environnement, par notre alimentation, par ce qu'on pense, par des pensées négatives. Et ça, c'est pas de la psychologie, c'est vraiment quelque chose qui se retrouve au niveau des gènes. Certains gènes qui codent pour l'inflammation, qui sont des gènes dont l'expression est modifiée par la pratique de la méditation. Donc l'effet sur tous les effets néfastes du stress sont des choses qui sont aussi évaluées et qui sont des informations intéressantes. Et est-ce qu'on pourrait... pardon. Là. Je voulais juste rajouter un point, parce que c'est une bonne question de se poser la question, ok, est-ce que ça marche vraiment ? Mais la plasticité du cerveau, ça c'est bien établi maintenant dans les neurosciences, que toutes nos expériences sont tout le temps, constamment en train de changer notre cerveau. Et ce qui est intéressant, ça c'est vraiment quelque chose que je pense qu'il est très puissant de savoir, c'est que notre expérience et la façon dont on pratique ou dont on vit notre vie va changer justement nos cerveaux, et que le cerveau à la fin c'est vraiment le base de notre expérience. Et que les pratiques méditatives, plus précisément,
ça peut entraîner des changements dans les capacités cognitives que souvent on considère comme innées, comme des caractéristiques fixes de notre personnalité. Donc par exemple, notre susceptibilité au stress ou notre niveau d'empathie ou niveau de calme ou de joie même. Et que ces choses, normalement, on a l'impression qu'on ne peut pas les changer. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et c'est ce qu'on commence à constater dans la recherche sur la méditation, c'est que c'est quelque chose que vraiment on peut travailler avec ces pratiques. Alors ça bouscule quand même pas mal nos certitudes culturelles, hein, j'ai envie de dire, ces histoires d'état modifié de conscience. Corinne, vous avez de votre côté également, j'ai envie de dire, fait le cobaye pour la science. Racontez-nous un petit peu comment vous êtes passé donc du mode purement expérimental quand vous êtes allé en Mongolie. Comment est-ce que vous êtes arrivé finalement aujourd'hui à être impliqué dans des études dont les résultats sont en train d'arriver ? La première chose a été ce que je ressentais pendant la transe, qui au début m'a surprise évidemment, mais après j'ai constaté que c'était un état intéressant dans la mesure où pendant la transe, je ne ressentais quasiment pas la douleur, j'avais plus de force et j'avais accès à un flux d'informations bien amplifié par rapport à ce que je pouvais avoir d'habitude. Et je me disais, c'est quand même un état intéressant. Alors évidemment, quand je suis rentrée, c'était il y a 20 ans. Vous voyez, vous avez vu le graphique qu'a montré Lars. Il y a 20 ans, on est en 2000. Et l'étude de la méditation, et c'est tout petit. Alors imaginez la transe. Donc quand je suis allée voir mon médecin, la première fois, il m'a donné la carte du psychiatre, hein, quand même. Voilà. Donc après, ça a été vraiment tout un, on peut pas dire un combat, mais quand même, pour démontrer, pour faire entrer la transe dans le milieu scientifique. Et ça, je critique pas ça du tout, parce que c'est bien que les scientifiques mettent en doute tout ce qu'on peut dire et qu'on fasse pas n'importe quoi. Ça, c'est plutôt bien. Donc il a fallu beaucoup de temps pour trouver des chercheurs qui pouvaient s'intéresser à ça. Et surtout, vous voyez, quand on met des électrodes sur un méditant, c'est plutôt facile parce qu'il bouge pas, le méditant. Quand moi je suis arrivée pour faire une démonstration, un premier chercheur qui a bien voulu m'écouter, qui était Pierre Éthévenon, un ancien directeur de recherche de l'INSERM, j'ai pas mis le costume, mais j'avais le tambour à l'époque. Et donc j'ai commencé à jouer du tambour, et vous avez vu un petit peu ce que ça peut donner. Donc aller mettre des électrodes sur un zouin comme ça, qui bouge, c'est pas possible. Alors le chercheur Pierre Éthévenon m'a dit: oui, effectivement, il se passe quelque chose, mais on va pas pouvoir mettre des électrodes sur votre tête tant que vous allez bouger comme ça, et que vous ne serez pas capable d'induire la transe par la seule volonté. Parce que imaginez un tambour dans un labo de recherche, c'est pas compatible avec les expériences. Donc il m'a dit: si vous voulez vraiment qu'on étudie votre cerveau, il va falloir vous passer du tambour et faire en sorte que ça bouge un petit peu moins, là, quand même. Alors, j'avais aucune idée à l'époque encore si c'était possible, s'il était possible d'induire la transe par la seule volonté. Et c'était le challenge. Alors, comme j'avais très envie de comprendre cet état et de montrer que j'étais pas folle aussi, hein, voilà, je voulais leur prouver, hein, parce qu'à l'époque, on disait que la transe c'était un phénomène culturel, c'est-à-dire que les chamans faisaient semblant. Hein, et donc, moi, je voulais bien montrer que c'était vraiment un phénomène cognitif. Et donc, je me suis entraînée, j'ai essayé d'induire la transe par la seule volonté, et j'ai fini par reproduire les mouvements que faisaient mes mains au départ de la transe quand j'entendais le tambour. Et j'avais à l'époque 5-6 ans de pratique. La première fois, c'était en 2001, là on était en 2006. Et je savais induire avec le tambour, et chaque fois, quand j'écoutais un tambour, j'avais les mains qui tremblaient. Donc j'ai reproduit ces mouvements, et en fait, mon cerveau a retrouvé l'état de transe. Une fois que je me suis entraînée, j'ai été capable d'induire la transe n'importe où, n'importe quand, et dans un laboratoire de recherche. Donc je suis allée revoir Pierre Éthévenon, qui m'a dit: bon ben là c'est bon, je vous envoie à Edmonton, au Canada, avec le professeur Florent Henry, qui est un neuropsychiatre. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Donc il a fallu vraiment démontrer qu'on pouvait induire la transe par la seule volonté. Donc ça a été une grande avancée dans nos recherches, parce que je me disais, en Mongolie, au son de ce tambour, il y a 0,001% de gens qui entrent en transe. Donc il y a une trentaine de chamans pour 3 millions d'habitants. Et je me disais, mais
si je vis cet état, il n'y a pas de raison que les autres ne le vivent pas. Donc il y a deux possibilités. Ou les chamans ont vraiment un cerveau différent. Donc j'ai un cerveau différent puisqu'ils disent que je suis chaman, ce dont je doutais. Ou bien le tambour est un stimulus qui n'est pas suffisamment efficace. Voilà. Et on est parti avec des chercheurs sur cette piste-là. Et bon, pour faire court, on a mis en place des outils sonores qui permettent aujourd'hui à 90% des gens de vivre une transe. Et on a mis en place aussi la possibilité pour les gens d'accéder à la transe très rapidement, en une journée, et de pouvoir l'auto-induire, c'est-à-dire être capable de l'induire par la seule volonté en 4 à 5 jours. Voilà. Donc on a démontré par là que la transe, qu'on appelle transe cognitive aujourd'hui, pour la détacher un petit peu des traditions chamaniques, et puis il n'y a pas de raison de l'appeler transe chamanique dans la mesure où on n'a pas de costume, pas de tambour, on n'a pas de rituel autour de ça, et qu'on a démontré que c'était un potentiel cognitif, un potentiel du cerveau humain. Donc on l'appelle transe cognitive. Et c'est ce qui fait l'objet d'études aujourd'hui, cette transe cognitive que 90% des gens peuvent vivre. Et surtout, ce qui nous donne la possibilité aujourd'hui d'ouvrir la porte des neurosciences, parce qu'on a autant de sujets d'études qu'on veut. On a commencé à travailler avec Stephen Lorace à la suite de ses recherches à Edmonton, au Canada. Avec un groupe de 27 transeurs qui ont été formés à la transe et qui ont été capables, tout comme moi, d'induire la transe par la volonté, d'en sortir, de réinduire l'état pour faire des tests pendant 4 heures avec des électrodes sur la tête. Voilà, étude qui sera publiée bientôt. Alors ça fonctionne uniquement avec des sons, pas des images, hein, vous n'ingérez rien, pas de cuillère vomitive. Ils ressemblent à quoi ces sons? Parce que je vous ai demandé de les produire en public, vous m'avez dit surtout pas, on va avoir des trans dans la salle, on va passer le reste de l'heure à ramener les gens vers un niveau normal de conscience. À quoi ça ressemble ces sons, puisqu'il n'y a plus de tambour? Alors ce sont des sons électroniques avec des sons de transe à l'intérieur qui sont placés à certains endroits pour obliger le cerveau à rester attentif. Voilà, après c'est du travail de recherche. Et voilà. Mais ils sont basés au départ à partir de séquences de tambour qui étaient particulièrement efficaces pour provoquer la transe, parce que quand un chaman joue du tambour, toutes les séquences ne sont pas efficaces. Donc moi j'avais repéré, en tant que musicienne, j'avais repéré les séquences qui étaient particulièrement efficaces sur mon cerveau. Donc celle-là, en fait, les chamans vous disent, mais en fait les séquences qui sont efficaces, c'est quand le chaman est en transe, c'est-à-dire qu'il est possédé par l'esprit, et c'est l'esprit qui joue du tambour à sa place. Voilà. Alors il fallait que je vive moi-même des transes, parce que même en tant que musicienne, j'étais incapable de comprendre comment ces sons et comment ces séquences étaient construites. Donc il a fallu que je vive des trans dans un studio d'enregistrement dans la région parisienne, qu'on a enregistré correctement, et puis que les chercheurs ont étudié. Et moi je leur ai dit, voilà, cette séquence, ça c'est efficace. Et ça l'est pas. Voilà. Donc à partir de là, ils ont fait ces outils sonores. Très bien, des outils, n'est-ce pas, qui nous rappellent Mathieu Ricard, qui lui aussi a des outils pour méditer et atteindre, j'ai envie de dire, cet état, en tout cas, voilà, qui rapproche la méditation et la transe dans ces sciences de la conscience. Est-ce qu'il y a, voilà, on va peut-être laisser la parole. Ok, c'est une question pour Corinne. J'ai vu le film avec Cécile de France. Désolée pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais peut-être dévoiler un peu des choses. Est-ce que le film est vraiment réel par rapport à votre histoire personnelle, puisque dans le film, on voit Cécile de France qui retrouve son mari, son conjoint qui est décédé? Oui, ça c'est réel, je l'ai retrouvé, mais c'était pas dans l'eau comme on voit dans le film. Hein. Parce que j'aurais jamais été capable de plonger dans l'eau froide de Mongolie, c'était pas possible. Je suis trop feignasse pour ça et frileuse. Voilà. Mais en revanche, ça s'est passé effectivement. Donc tout ce qui est dit dans le film est juste sur le fond. Après, la forme peut parfois avoir été modifiée parce qu'il faut dire en 90 minutes ou 1 heure, 100 minutes ce qu'il y a à dire dans le film. Mais tout le fond est juste. Voilà. Et Cécile de France a été formée à la transe. Donc quand elle vit une transe, là, évidemment, elle la joue, parce que quand il faut recommencer 20 fois la scène, mais elle était très proche du vrai état de transe qu'elle avait pu vivre. Merci beaucoup. Est-ce que le micro peut venir jusqu'à monsieur?
Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous faites un lien ou un rapport entre les différents états de transe de type transe hypnotique, transe chamanique, transe qui sont gérés par des sons de n'importe quelle manière? Parce que finalement, c'est tous des états de conscience qui sont liés et on arrive à peu près au même résultat de différentes façons. Il y a des manières beaucoup plus directes. Moi, personnellement, je suis hypnothérapeute, donc je vais travailler beaucoup avec les émotions, finalement. Tout à l'heure, j'ai entendu que vous parliez des émotions. C'est vrai qu'au niveau des émotions, on travaille avec ce qu'on appelle les polarités émotionnelles. Chaque émotion a son opposé. La peur a son opposé, la confiance, le stress, la relaxation, la tristesse, la joie. Et on peut beaucoup, très facilement, faire ce qu'on appelle une expérience qui va créer un ancrage, en fait, finalement, avec une expérience très forte qui va être liée à une sensation, une émotion, une odeur, une couleur. Et finalement, à partir du moment où cet ancrage est fait, à chaque fois qu'on va se retrouver dans la même situation, on va se retrouver exactement dans le même état, comme une personne qui a une phobie ou quelque chose du genre. Voilà. Et la question est La relation... Les points communs est-ce que entre vous les utilisez un petit différents... peu les états d'hypnose ou est-ce que vous trouvez des points communs ou est-ce que pour vous c'est quelque chose de différent? Alors ça, c'est le travail qu'on a commencé à faire avec Steven Loreis au CHU de Liège, c'est-à-dire que lui, spécialiste des états modifiés de conscience, de leur étude, il a enregistré des transeurs, il a enregistré des méditants, des gens qui sont sous hypnose. Et puis l'idée maintenant, ça va être de faire un parallèle pour voir les similitudes et les différences entre tous les états modifiés de conscience, qui sont des états de conscience tout simplement. Hein. Voilà. Parce qu'il faut bien comprendre que ces états cohabitent en permanence et qu'il n'y a pas besoin d'une formation en Mongolie pour accéder à un état de transe. Il y a plein de gens qui vivent ça de façon spontanée. Et il y a plein de façons de vivre un état de transe ou de méditation ou d'hypnose dans ceux dont vous parlez. Hein. Oui, je crois que quand on évoque les états de conscience et qu'on parle d'états de conscience altérés, en fait, il faut, je pense, un petit peu remettre à un niveau philosophique et de vision du monde ces différents éléments et dans quel système ils s'inscrivent. Les trans traditionnelles chamaniques, elles s'inscrivent dans un système de vision du monde avec du rite, du mythe, de la transe, dont ça fait partie, d'autres ères civilisationnelles aussi, les nôtres. Hein, la grande histoire qu'on raconte aujourd'hui, elle est basée sur la science, mais c'est aussi un système où il y a des rites, où il y a des trans. La particularité peut-être de ces différentes approches, c'est d'essayer d'explorer quelles sont la vraie nature de la réalité. Hein, c'est ce qu'essaye de faire la science, pour voir quelle est la vraie nature de la réalité. À part que la science, depuis les Grecs, notre science occidentale, elle a exclu volontairement la subjectivité. Elle a sorti l'expérience vécue de la science. Et aujourd'hui, on essaye de faire des liens entre les deux, avec une énorme difficulté parce que c'est pas du même registre tout à fait. Donc ça vaut la peine de se poser la question, les états de conscience, dans quel système de pensée, sur quel fondement est-ce que ça s'inscrit? Le rêve, c'est aussi un état de conscience. Et un des objectifs peut-être de ces différentes approches, c'est de se rendre compte, et c'est ce qu'elles disent, que la réalité dans laquelle on a l'habitude d'être, c'est peut-être aussi quelque chose qui est une simple projection de nous-mêmes et qui serait pas plus, pas moins altéré que les autres. C'est simplement ce dont on a l'habitude. Et ça reste des questions, bien sûr, hein, c'est pas des réponses, mais ça nécessite de voir que ces approches-là ne peuvent pas être exclues des fondements dans lesquels ils se placent d'un point de vue vision du monde et philosophique. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir une nouvelle fois.